L'Italie, 1947. La guerre a pris fin il y a 2 ans. La pauvreté sévit dans presque tout le pays. C'est un terreau fertile pour le communisme qui promet une solution aux problèmes économiques et à l'injustice. La vie était extrêmement dure. En plus des tensions politiques, il fallait toujours se serrer la ceinture. Nous avions faim. Nous avions toujours faim. Comme le Parti communiste compte déjà 2 millions de membres, les États-Unis craignent que l'Italie et l'Europe de l'Ouest ne succombent au communisme. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. Moscou, le 1er mai 1947. L'Armée rouge est la plus importante force militaire du monde. Staline contrôle la majeure partie de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique offre un autre modèle de société, la propriété publique et une économie centralisée à l'antipode du credo occidental, fondée sur l'économie mixte et le marché libre. En février 1947, une crise financière contraint le gouvernement britannique à informer Washington qu'il met fin à son aide à la Grèce et à la Turquie. L'administration américaine craint que la Méditerranée orientale ne devienne communiste. Le président Truman saisit l'occasion pour passer à l'attaque. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. J'étais au balcon, je l'écoutais. C'est alors que j'étais frappé par la concentration totale et absolue des membres du Congrès. Toutes les personnes présentes ont compris qu'il s'agissait d'un événement historique majeur. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Pour la première fois, Truman précise qu'il s'agit d'un combat entre la liberté et la tyrannie, entre l'Occident et les communistes. Il doit persuader un Congrès souvent isolationniste d'agir. L'anticommunisme de la doctrine Truman y parvient. L'Europe, qui est parvenue à vaincre le fascisme au terme de 5 ans et demi de guerre, est en faillite. L'industrie, comme les maisons, sont en ruine. La population lutte pour sa survie. Le Parti communiste, qui a combattu le fascisme, attire de nouvelles recrues. L'attrait du communisme pour les jeunes et les étudiants, c'était l'espoir qu'il était possible de créer une société sans classe. Beaucoup de gens croyaient que le communisme allait créer un monde meilleur, meilleur que celui qui existait avant la guerre. C'était le seul parti que l'on pouvait joindre si on voulait changer le monde. L'homme auquel Truman fait appel pour contrer la menace communiste est le tout nouveau secrétaire d'État, le général Marshall,
le chef d'état-major de l'armée pendant la guerre. C'est lui qui va élaborer la réplique des États-Unis. Marshall était un homme extraordinaire. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme lui. À bien des égards, il était très austère. C'était un homme inaccessible. Il n'a jamais permis à qui que ce soit de l'appeler George Marshall, même au président. Quand le président lui a demandé s'il le pouvait, il a répondu « Non, Général Marshall fera l'affaire ». Il incarnait le commandement et la force de caractère. En mars, Marshall rencontre Molotov, le ministre soviétique des Affaires étrangères, lors d'une réunion à Moscou. La Grande-Bretagne et la France y sont aussi. Les quatre grands tentent de s'entendre sur l'avenir de l'Allemagne. L'hospitalité russe a beau être chaleureuse, les semaines de réunion n'aboutissent à rien. Marshall a fait un dernier effort. Il a eu un entretien avec Staline au Kremlin. Et cet entretien a convaincu Marshall que ce que les Soviétiques voulaient, c'était gagner du temps afin que la situation en Europe occidentale et en Europe centrale devienne de plus en plus critique, que le milieu social se détériore de plus en plus. Les communistes se renforceraient et peut-être que les régimes communistes prendraient le pouvoir en Europe occidentale sans invasion de l'armée rouge. La question de l'Allemagne vaincue est au cœur des problèmes de l'Europe. Staline veut maintenir l'Allemagne à genoux. Sinon, il craint qu'elle ne se relève un jour et qu'elle menace à nouveau l'Union soviétique. Les Américains estiment que le rétablissement de l'Allemagne est la première condition au redressement complet de l'Europe. Le général Marshall est maintenant convaincu qu'il faut agir rapidement. À son retour de Moscou, il commande au ministère des Affaires étrangères de commencer à élaborer un programme d'aide à l'Europe. Il faudra investir des milliards. Le Congrès va-t-il approuver cette dépense énorme? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. And I think La situation est à ce point urgente que Marshall devance son plan. will be requirements in this program. Il l'annonce lors d'une cérémonie à l'université Harvard. Aucune caméra n'est présente. Marshall propose à l'Europe une aide d'envergure, à grande échelle, et il invite les Européens à coopérer. Ernest Bevin, le secrétaire des Affaires étrangères britannique, réalise aussitôt l'importance du discours de Marshall. Il a toujours voulu impliquer les Américains dans la reconstruction de l'Europe. Quand Marshall a prononcé son grand discours à Harvard, Bevin a saisi l'occasion pour attirer du coup les Français. De cette alliance est né le programme de redressement européen et le redressement de l'Europe de l'Ouest. L'économie soviétique a désespérément besoin d'investissements elle aussi pour compenser les ravages de 4 ans de guerre en sol russe. En théorie, le plan Marshall est accessible aux pays de l'Est autant qu'à ceux de l'Ouest. Mais Staline va-t-il y participer? Staline était toujours méfiant et il n'a pas été très chaud dès le départ. Il a dit « Vous verrez, la situation est très différente du temps de la guerre, lorsque les Américains nous ont aidés avec le prêt-bail. Avec la doctrine Truman, ils ne veulent pas vraiment nous aider. Ils veulent juste éloigner les démocraties populaires de notre sphère d'influence, les gagner, les infiltrer et les éloigner de l'Union soviétique. » À Paris, la conférence des ministres des Affaires étrangères est consacrée à la réaction européenne au plan Marshall. Malgré la mise en garde de Staline,
Molotov et une importante délégation soviétique se présentent à la table de conférence. Molotov va écouter tous les rapports et les propositions, même s'il pensait que tout n'était pas si clair, que l'aide serait accordée à certaines conditions. Tout au long de la guerre froide, les deux camps s'espionnent allègrement. En ce moment critique, à Londres, les espions transmettent documents sur documents à leurs supérieurs soviétiques. Par dizaines. Il y avait un tel va-et-vient diplomatique au Foreign Office. Nous avions accès à tout. Après 6 jours de discussion à Paris, les services de renseignement soviétiques donnent à Staline de nouvelles informations sur le plan Marshall. Notre service de renseignement savait tout. Il lisait tous les documents produits par les États-Unis, par le gouvernement des États-Unis, qui étaient envoyés dans presque tous les pays européens, y compris au gouvernement de l'Union soviétique. Mais il lisait aussi les autres documents qui n'étaient pas envoyés à l'Union soviétique. Cette information confirmait que les États-Unis ne voulaient pas vraiment que nous y participions. Ils ont fait semblant de nous consulter pour ne pas effrayer ceux qui collaboraient déjà avec eux. Staline a vite ordonné à Molotov de se retirer des négociations. En quittant la conférence de Paris, Molotov accuse l'Ouest de diviser l'Europe en 2 camps ennemis. On n'a jamais cru que les Soviétiques allaient adhérer au plan Marshall. Mais il était souhaitable de persuader le monde que nous étions vraiment altruistes. Il ne s'agissait pas d'une mesure anticommuniste, anti-soviétique, et si par miracle les Soviétiques ou quelques-uns de leurs pays satellites s'étaient joints à nous, nous les aurions bien accueillis. Mais nous ne pensions pas que c'était réaliste. À Prague, les Tchécoslovaques discutent de leur adhésion au plan Marshall. Dans ce gouvernement élu démocratiquement, 1 ministre sur 3 est communiste. Les réactions étaient absolument positives. Même les ministres communistes du gouvernement tchécoslovaque ont accepté notre participation à la conférence de Paris pour préparer le plan Marshall. La décision du gouvernement tchécoslovaque a été absolument unanime. Staline convoque le premier ministre tchèque Klement Gottwald à Moscou. Gottwald est accompagné du ministre des Affaires étrangères Jan Masaryk. Et ils arrivent dans l'après-midi du 9 juillet et ils attendent. Il était environ 23 heures. Quelqu'un est venu leur dire de se rendre immédiatement au Kremlin. Mais la proposition qui les attendait, c'est que la délégation tchécoslovaque ne devait pas se rendre à Paris pour assister à la conférence sur le plan Marshall. Staline a dit, si le 11 juillet à 4 heures, vous n'avez pas refusé d'y assister, alors préparez-vous. Il y aura de graves conséquences dans nos relations avec vous. Staline était très clair, très rude, et il a donné l'ultimatum de 4 heures à notre délégation. C'était sa décision. Finalement, le même gouvernement qui avait accepté à l'unanimité d'être présent à Paris l'a rejeté. En ce qui concernait le plan Marshall, il n'y avait pas de discussion normale. Cela se résumait à un ordre très clair. Vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas nos amis. Vous trahissez l'Union soviétique, et ainsi de suite. C'était donc très clair.
Quand la délégation tchèque quitte Moscou, Godval lit une déclaration préparée. Il ne peut cacher son embarras. Народы станут еще крепче. Поэтому да здравствует вечная дружба и союз Советского Союза и Чехословакии, да здравствует героический советский народ и его великий вождь генералиссимус Сталин. Masaryk est brisé par cette expérience. À sa sortie de l'avion, il a dit très clairement « Je suis allé à Moscou en tant que ministre d'un État libre et je reviens l'esclave de Staline. » En septembre 1947, 16 pays européens signent le plan Marshall et demandent une aide de 20 milliards. L'Alliance occidentale commence à se forger. Les zones de conflit de la guerre froide se dessinent. La politique du plan Marshall était perçue en Union soviétique comme la volonté des Américains d'imposer leur influence sur les pays auxquels ils accordaient l'aide Marshall. L'Union soviétique ne pouvait accepter cela. Elle considérait qu'il s'agissait d'un acte d'agression de la part des Américains. Voilà pourquoi le plan Marshall n'a jamais été accepté dans notre pays. Staline ressuscite donc l'internationale communiste d'avant-guerre sous le nom de Cominform. Grâce au Cominform, Staline prévoit contrôler les pays du bloc de l'Est. Il ordonne aussi aux partis communistes des pays occidentaux de tout faire pour prendre le pouvoir. Dans la propagande américaine, le Cominform est représenté comme un complot sinistre et maléfique. Mais par le Comecon, qui est le marché commun des Soviétiques, la Russie vient en aide aux pays du bloc de l'Est. Elle envoie des céréales à la Tchécoslovaquie à la suite d'une mauvaise récolte. Février 1948, les communistes visent le pouvoir en Tchécoslovaquie. Les milices ouvrières défilent dans les rues. Ceux qui ne sont pas communistes sont arrêtés. Les comités d'initiative prennent le contrôle de la police et des syndicats ouvriers. Le président Beneš capitule. Le drapeau rouge flotte au cœur de Prague. En 5 jours seulement, les communistes renversent le gouvernement de la Tchécoslovaquie. Le régime de Staline est imposé aux Tchèques. Deux semaines plus tard, Jan Masaryk fait une chute mortelle de la fenêtre de son appartement à Prague. S'est-il suicidé de désespoir ou l'a-t-on poussé? Le mystère persiste. Masaryk était le fils de Thomas Masaryk, le fondateur de l'État tchèque. Ses obsèques symbolisent la fin de la Tchécoslovaquie libre. La prise du pouvoir par les communistes à Prague traumatise Washington. Le plan Marshall fait encore l'objet de débats d'un congrès partiellement isolationniste. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Il a fallu faire très vite lorsque les deux chambres du Congrès ont finalement accepté d'examiner la loi. C'est alors que le coup d'État s'est produit en Tchécoslovaquie et ça a été l'argument massu. Même les isolationnistes, ou la plupart d'entre eux, pouvaient voir que les Russes avançaient vers l'ouest en s'emparant de la Tchécoslovaquie et ainsi de suite. Il est donc devenu très important d'adopter la loi. Le 3 avril 1948, le Congrès accorde 5 milliards au plan Marshall. Le plan Marshall est né du besoin de nourrir les affamés et de bloquer l'expansion du communisme en Europe. L'aide se compose à 20% de prêts et à 80% de subventions.
de la nourriture et des engrais constituent les premiers envois. Suivent des machines pour accroître la production agricole. Au cours des 4 ans du plan, l'agence Marshall dépense 13,5 milliards de dollars dans 16 pays. L'achat par l'Europe de marchandises et de machines américaines réinjecte une bonne partie de l'argent du plan Marshall dans l'industrie des États-Unis, ce qui alimente la vague de prospérité d'après-guerre. La plupart des gens que je connaissais avaient le sentiment que la générosité des Américains était bien égoïste. Ils considéraient l'Europe comme un débouché pour leurs marchandises, comme un marché pour exporter leurs produits. Et on s'en apercevait par le genre de marchandises qu'ils voulaient qu'on achète avec l'argent qu'ils nous avaient prêté. Dévastée pendant l'occupation nazie et par des années de guerre civile, la Grèce est l'un des pays qui ont le plus besoin d'aide. Dans le nord, les troupes gouvernementales pourchassent encore la guérilla communiste. La Grèce sortait de la guerre dans un état lamentable. 2000 villages avaient sans doute été rasés, brûlés en représailles par les nazis. Les conséquences de la guerre civile ont aggravé la dislocation effarante du tissu social. Au cours des 4 ans du plan Marshall, la Grèce reçoit près de 700 millions d'assistance économique. De jeunes Américains sont nommés à des postes de lourde responsabilité. J'étais le plus jeune membre de la mission du plan Marshall en Grèce. J'y suis arrivé à l'âge de 23 ans et, à mon étonnement, un an plus tard, à 24 ans, j'étais chargé du programme d'importation grecque. Les divers projets que nous avons menés couvraient tout le pays et tous les secteurs de l'économie. On peut dire que les États-Unis ont nourri, ravitaillé en combustible et habillé la Grèce. Dans les villages des montagnes du nord de la Grèce qui sortaient à peine de la guerre civile, les responsables du plan Marshall proposent une solution inusitée pour faire face aux besoins ponctuels. Pendant la guerre mondiale et la guerre civile, les animaux de trait ont été parmi les principales victimes. Nous avons décidé d'importer l'animal auquel nous étions le plus habitués, soit la mule du Missouri. Et la mule du Missouri n'est pas seulement têtue, elle est grosse. Les mules américaines arrivent en Grèce après un long voyage en mer. On pigeait un bout de papier sur lequel était inscrit le numéro de la mule, puis on allait voir le responsable. Il regardait votre papier et vous donnait la mule qui correspondait au numéro, puis il disait « Prenez-la ». Le seul problème, c'est que les mules américaines sont beaucoup plus grosses que celles auxquelles les fermiers grecs sont habitués. Les mules étaient très bien. Elles étaient un peu sauvages, mais petit à petit, nous les avons domestiquées. Elles étaient grandes et grasses. Et nous avons commencé à labourer avec les mules. Elles étaient très bien. Ils m'ont donné une mule superbe. Et nous avons commencé à labourer. L'Europe industrielle est confrontée à d'autres problèmes. La France, 1947. Les ouvriers de l'usine Renault près de Paris se mettent en grève. Lorsque les ministres communistes les soutiennent, ils sont expulsés du gouvernement. Il s'ensuit plusieurs mois de turbulences.
Les grèves s'étendent. À l'automne, 3 millions d'ouvriers descendent dans la rue. Nous avions beaucoup de sympathie pour les grévistes, parce que nous savions qu'ils étaient mal payés et que le gouvernement ne ferait rien pour eux, à moins qu'il n'exerce des pressions sur le gouvernement. Les ministres craignent une guerre civile. Les États-Unis font clairement savoir à Paris que l'aide Marshall ne sera pas accordée à l'industrie française tant que le gouvernement ne contrôlera pas la menace communiste. Les actes de sabotage vont jusqu'à provoquer le déraillement d'un train express. 20 personnes en meurent. Les grévistes perdent l'appui de la population. Les troubles prennent fin. La 4e République française reçoit maintenant l'aide du plan Marshall, 2,7 milliards de dollars américains. La Yougoslavie adhère au communisme à la fin de la guerre sans l'aide de Moscou. Tito, le dirigeant yougoslave, devient un allié de Staline. Mais ce n'est pas une alliance facile. D'après Staline, Tito adoptait une position de plus en plus indépendante dans plusieurs domaines, dont les affaires internationales. Tito ne consultait pas Staline au préalable. Il s'éloignait de plus en plus de la direction socialiste. La scission se produit en 1948 lorsque Staline expulse Tito du Cominform. Peu après la rupture, Tito se tourne vers l'Ouest. À la suite d'une série de récoltes désastreuses, il fait appel à l'assistance économique américaine. En 1950, il signe un accord avec le gouvernement des États-Unis. La Yougoslavie prend ses distances du rideau de fer. Les agences d'aide américaines distribuent près de 150 millions. Ce n'était pas un geste entièrement altruiste. Les États-Unis avaient un grand intérêt dans la réussite du plan Marshall. Autrement, on ne l'aurait pas entrepris. Le redressement de l'Europe de l'Ouest était un enjeu vital pour l'Amérique. Si les États-Unis avaient laissé l'Europe s'écrouler, cela nous aurait coûté beaucoup plus que ce que nous avons dépensé pour le plan Marshall. Nous servions aussi nos intérêts en faisant du bien. Mais tout en faisant du bien, Washington élabore d'autres tactiques. En Italie, en 1948, le Parti communiste dirigé par Togliatti domine le Front populaire de la gauche. Les démocrates chrétiens, menés par De Gasperi, dirigent le gouvernement. En avril, les premières élections générales depuis la guerre laissent entrevoir une victoire communiste. Je m'attendais à ce que le Front populaire, l'union de tous les partis de la gauche, remporte l'élection. La gauche devait s'unir pour faire contrepoids aux démocrates chrétiens et aux forces de la droite. Certains Italiens craignent une victoire communiste. Cette élection aurait pu propulser l'Italie d'un côté ou de l'autre du monde. Tout d'abord, je crois que ça aurait été une tragédie pour l'Italie, mais ça aurait été aussi une tragédie pour l'Europe et pour la Méditerranée, et ça aurait été un revers pour l'Amérique. Aux États-Unis, on organise une campagne pour persuader les Italo-Américains d'écrire à leurs parents afin de leur demander de ne pas voter communiste. On envoie 10 millions de lettres. Chère cousine Maria, as-tu pensé à ce qu'une victoire communiste signifierait pour l'Italie? Ce serait terrible. L'Italie serait dirigée directement par le Kremlin. Regarde ce qui est arrivé en Tchécoslovaquie. Tu dois réaliser à quel point la situation est grave. Tu devrais voir ce qu'on dit dans les journaux ici. Écoute-nous, je t'implore de ne pas voter communiste aux élections, ton cousin Luigi. Les lettres ne suffisent pas.
La CIA, qui vient tout juste d'être créée, décide de passer à l'action. Ce qu'il fallait à la CIA, c'était la permission de mettre sur pied un programme d'intervention secrète. Le général Marshall savait que la situation était critique en Italie. C'était le plus grand parti communiste à l'extérieur de l'Empire soviétique. Comme il n'avait pas d'organisation et qu'il savait que le ministère des Affaires étrangères ne pouvait pas accomplir ce qui devait être fait, il a déclaré « Nous devons prendre les moyens en vue d'être autorisés à mettre sur pied un programme d'action clandestine afin de défier cette formidable menace communiste. » Cela déclenche un débat à la CIA. A-t-elle l'autorisation légale de mener des opérations clandestines? Les avocats de la CIA passent au crible la lettre de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Si le président du Conseil national de sécurité, le chef du Conseil national de sécurité, est le président des États-Unis, et s'il ordonne spécifiquement à la CIA, en vertu de la disposition Helen Cotter, de mener des opérations d'aide au Parti démocratique, et si le Congrès accorde des budgets pour soutenir une telle entreprise, alors l'autorité légale est acquise. Et ça a été le feu vert. La CIA intervient alors. Elle entreprend des opérations clandestines pour soutenir les anticommunistes et le Parti démocrate chrétien. Je faisais partie de ce groupe de la CIA qui a alors dû se précipiter dans l'action clandestine sans entraînement. Nous avions des sacs d'argent qu'on remettait aux politiciens qui avaient été choisis, sélectionnés, afin de défrayer leurs dépenses politiques, leurs dépenses de campagne, pour des affiches, des dépliants. Personnellement, je ne suis pas au courant de cela. On m'en a parlé, mais je n'en sais rien parce que je n'ai jamais été impliqué directement dans les affaires du parti. L'Église entreprend elle aussi une grande campagne contre les communistes. Le pape Pie XII était très préoccupé par le Parti communiste. Pas tellement par ses politiques, mais plutôt par sa doctrine. Et à titre de pape, Pie XII était concerné par ce qui se passait en Italie à cette époque. On crée un réseau de comités électoraux. Ils œuvrent en parallèle avec l'organisation de l'Église catholique. Je peux dire que tous les partis enviaient notre structure électorale et surtout nos affiches. Dans les régions rurales, il n'y avait pas de cinéma. C'était impensable à l'époque. Nous avons donc eu l'idée d'envoyer quelques camions dans les villes et les villages pour y projeter les films le soir. Des films sur les élections. Tout le monde se précipitait vers les places où on projetait les films. C'était toujours bondé. Ils ont déclenché cette énorme campagne contre la gauche, les communistes, les socialistes, et ils ont dit les pires mensonges à leur sujet, des choses incroyables. L'Église avait une grande influence sur les gens parce que 90% de la population était catholique et membre de l'Église. À l'époque, j'étais une catholique pratiquante. J'assistais à la messe régulièrement et je ne la manquais jamais. Un dimanche, je suis allée à la messe et dans son sermon, le prêtre a dit une phrase qui m'a alors touchée très profondément.
Je m'en souviens encore. Il a dit que la guerre contre les communistes était une guerre sainte. Le pape Pie XII et l'Église catholique avaient soutenu les fascistes pendant les nombreuses décennies où ils ont été au pouvoir. Mais le Vatican est complètement opposé au communisme. Quelques jours avant les élections, Pie XII excommunie plusieurs membres du PC italien. Quando ho avuto notizia di questa cosa, mi sono sentita terribilmente. Quand j'ai entendu ça, ça m'a terriblement bouleversée. Il fatto che allora D'abord parce qu'à l'époque j'étais fiancée. con mio marito si parlava Nous devions nous marier l'année suivante. successivo. Questo Et cela signifiait que nous ne pouvions pas nous marier à l'église. Il Papa Pacelli Pio XII, che Le pape Pie XII nous a excommuniés, nous, les communistes comunicò et les amis des communistes. gli amici dei comunisti. non potendomi sposare in chiesa, non potevo indossare l'abito. Le fait de ne pas me marier à l'église signifiait que je ne pouvais pas porter de robe blanche, qu'il n'y aurait pas de fleurs, de musique. Quello che mi aveva fatto da padre, da bambina, mi accompagnava. Mon oncle, qui avait été comme un père pour moi quand j'étais une enfant, ne pouvait même pas me conduire à l'autel. Pensavo che l'unione Sans parler qu'en tant que catholique, je croyais fermement que mon mariage devait être béni par le prêtre qui représentait le Christ sur terre. Et j'y croyais. Cristo in terra al quale io credevo. Ma lei sa che in un discorso Pio XII ebbe questa espressione. Vous savez que Pie XII a dit dans un de ses discours qu'on est soit pour le Christ, soit contre lui. Et le Parti communiste était contre le Christ. Ateo, Partito Comunista. Quindi vorrei dire Ils étaient clairement athées. è dovere della Chiesa di proteggere. Donc c'était le devoir du pape et de l'Église de protéger leurs ouailles. Il n'y avait pas d'alternative pour l'Église. della Chiesa che organizzare tutti i Elle devait organiser tous les mouvements chrétiens pour contrer le Parti communiste. contro il Partito Comunista. Le 18 avril 1948, les Italiens vont voter. Les démocrates chrétiens remportent une victoire écrasante. L'Italie demeure membre de l'Alliance occidentale. Le vote communiste est réduit de moitié. Ho pianto moltissimo J'ai tellement pleuré. perché avevamo lavorato Nous avions tant travaillé pour gagner cette il bataille. risultato di superare Ça avait été un tel effort. questo confronto. Je me souviens d'avoir pleuré et pleuré. Ho pianto moltissimo, insomma. La vittoria fu superiore a quello che noi potevamo. La victoire était encore plus grande que nous nous y attendions. C'était la seule fois que nous, les démocrates chrétiens, nous avions une majorité absolue au Parlement. Parlamento. La CIA aussi tire ses conclusions de la victoire électorale. Eh bien, c'était très satisfaisant. Nous ne savions pas à l'époque que nous avions mené la première action politique, le premier programme d'action politique clandestine dans l'histoire des services du renseignement américain, qui allait être suivi de beaucoup d'autres. Maintenant que l'Italie avait décidé de demeurer dans le bloc occidental, les États-Unis ouvrent les vannes du plan Marshall. À Turin, la société Fiat reçoit de nouvelles machines géantes d'assemblage à la chaîne en provenance de Détroit et de Pittsburgh. Fiat est équipé à neuf avec la machinerie la plus sophistiquée en Europe. Le redressement de la Fiat allait entraîner la renaissance de l'industrie italienne. En Europe et en Italie particulièrement, nous pensions que les États-Unis étaient tout-puissants. Ils détenaient 50% du produit national brut mondial. Ils avaient toute la technologie moderne. Ils avaient battu le régime nazi.
Et je ne dis pas qu'on s'y attendait, mais on a été agréablement surpris de voir la générosité de leur politique étrangère. Et la générosité de leur politique étrangère, à ce moment, s'est exprimée dans le plan Marshall. Le plan Marshall démontre aussi le désir des États-Unis d'assurer l'avenir de l'Europe. Le message est le suivant. Modernisez votre économie et vous pourrez devenir comme nous. Les Américains tentaient d'imposer les idées américaines, la gestion américaine en Europe. On croyait que s'il fallait reconstruire les économies européennes, si l'Europe devait être de nouveau compétitive dans l'économie mondiale, elle devrait imiter les méthodes de production américaines, les méthodes de gestion américaines, et ainsi de suite. Et beaucoup d'hommes d'affaires européens étaient impatients de le faire. Dans ces années-là, je veux dire tout de suite après la guerre, toute l'Europe était en récession. D'abord, cela nous a aidés à sortir de la récession, à redémarrer l'économie, mais ce n'était que le premier pas. La deuxième étape importante a rapproché la communauté européenne dans son ensemble. Elle nous a menés à l'OTAN et elle a rapproché les pays européens entre eux et avec les États-Unis. Le plan Marshall souhaitait établir une société de consommation européenne. Les États-Unis voulaient un bloc occidental de libre entreprise, pacifique, uni et lié aux capitaux et au commerce américain. L'Union soviétique a été obligée de construire son propre bloc rival. Pendant 40 ans, les populations des pays socialistes allaient observer l'Occident en se posant bien des questions.